Aujourd'hui, c'est le live de Bah, Retour des entre filles. les morts. C'est comment ça s'appelle la fête des morts au Mexique là. Dia de los Pertes. Il y a CM qui est entre la vie et la mort, entre deux opérations. Il y a AV, si on en recroit certains sur crypto Twitter, qui est en train de mourir. Ah, quel Ouais. plaisir, les amis, quel plaisir. C'est ça le bear market. Là, je crois qu'on est au bottom. Là, je pense que La défi, c'est fini, Marc. oui, j'ai eu des commentaires comme ça, genre on ne peut plus jamais faire confiance à la défi. Ça me rappelle vraiment la fin de l'année 2018, même une partie de l'année 2019, où on ne pourra plus jamais faire confiance à des smart contracts. Donc là, pour moi, on est au fond du trou. Et c'est plutôt une bonne chose, puisque bah, a priori, il n'y a qu'une seule direction maintenant. Ouais. Quand il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des acheteurs. Exactement. Et quand on voit l'impact de ce événement, parce qu'on parle quand même du numéro un et numéro 2 de la DeFi, ou numéro 2 ou 3, ça dépend comment on compte, qui sont potentiellement en chahut, Ethereum bouge pas. Hein. Ethereum, il s'en fout. Hein. Donc il y a vraiment une apathie du marché aux mauvaises nouvelles maintenant. Et ça, je vous le rappelle, on en avait parlé il y a plusieurs mois maintenant de comment se passent les cycles, même plusieurs années. Le bear market s'arrête quand on entre dans cette phase qui est plus ou moins longue, hein, qui est la phase d'ennui et la phase d'apathie, où les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles ne provoquent plus vraiment de réaction de marché. Et si on regarde la volatilité sur Bitcoin et Ethereum au dernier mois, je crois qu'on est au plus bas historique, ou en tout cas les plus bas Oui, c'est depuis ça. longtemps. Et il y avait les bandes de Bollinger d'ailleurs qui ont chopé un record absolu sur une dizaine d'années de contraction de volatilité. Donc c'est profitable, on va dire, là pour la zone estivale. Mais le mouvement qui s'en suivra probablement en septembre, quand on va avoir une belle rentrée, ça risque vraiment de pousser fort dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est voilà, faudra être prêt, quoi. Ouais, moi, je pense qu'on est vraiment. Et on le voit, hein, on la trace, cette petite ligne, depuis un moment maintenant. Hein. Si on fait un petit peu de recul, et il est très bien ton chart là-dessus sur le total à une semaine, donc une semaine pour chaque bougie, on voit que ça compresse, ça compresse, ça compresse. La volatilité, elle se calme. On avait un début d'année 2023 qui suivait les marchés financiers, puisque les marchés financiers traditionnels sont toujours, entre guillemets, en bull market depuis le début de l'année. Donc, on a eu quand même des beaux gains qui se sont imprimés en 2023 et maintenant le marché refuse de monter, refuse de baisser. Et on est sur les cryptos, c'est plus intéressant. De toute façon, si on veut être cool, il faut investir dans l'IA. Et puis, de toute façon, les smart contracts, c'est cassé. De toute façon, la DeFi, c'est cassé. De toute façon, les stablecoins, c'est cassé, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans le pic de ce sentiment de marché-là. Et pour ceux qui ont vécu d'autres cycles, on reconnaît un petit peu les patterns qu'on a eu précédemment. Et du coup, Ouais, moi on a qui n'ai eu pas. le petit boule, on a eu le boule. Non, vas-y. Vas-y, Marc. Manu. Je disais, on attendait peut-être un mouvement un peu plus puissant comme on avait eu en 2019 en ce début d'année. On a eu le mouvement. Il était au final avec un multiplicateur uniquement de x2, donc ce qui était un peu moindre par rapport à 2019, ce qui s'était passé. Mais le pattern est quand même là. Et là, bah, le A plat, entre guillemets, qu'on est en train de vivre est de plutôt bon augure. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Donc, Merci à Le Moutle Rouge qui a balancé 5 abos, qui a renouvelé son 30e mois et qui c'était Je suis 007, 31e mois. Merci beaucoup, les gars. C'est merci top. énormément. Du coup, ouais, j'étais en train de dire juste avant, j'ai pas été là quasiment pendant une dizaine de jours. Est-ce qu'il s'est passé concrètement quelque chose ou j'ai essayé de suivre un minimum Twitter du coin de l'œil quand je pouvais. J'ai eu l'impression qu'il s'est passé, hormis les déboires là récentes par rapport à Curve, mais pas que, j'ai l'impression qu'il y a quasiment rien eu, non, pendant une dizaine de jours. Oh, bah, t'as raté des mini-dramas, en fait, de la shitcoinerie la plus totale. Donc, il y a un layer 2 qui est opéré par Coinbase, qui s'appelle Base, qui en ce moment est le lieu de la plus grande des shitcoineries. Et vraiment, n'y allez pas, les amis, parce que déjà, pour l'instant, c'est un aller simple. Le pont de retour sera disponible, mais pas tout de suite. Mais il n'y a pas particulièrement de risque de mettre de la liquidité là-bas, mais
Pour l'instant, les seuls projets qui y sont, c'est vraiment c'est des shitcoins absolus. Ça me rappelle le début d'Arbitrum, où on avait le Carbon Coin, le Nyan Coin, comme le Nyan Cat, Arbiz, etc. Pour ceux qui avaient connu les premières semaines, enfin les premiers jours, les premières semaines d'Arbitrum, on est vraiment sur le même niveau. On crée des shitcoins, ils font x10 et puis moins 99%, le tout en 1 heure. Donc, franchement, vous avez plus de chance en rentrant dans un casino et en mettant tout votre argent, tout votre livret A sur un des numéros de la roulette, parce qu'au moins vous avez une chance sur 36 de gagner. Là, dans la shitcoinerie, c'est pas forcément le mieux. Dans tous les cas, on vous conseille pas de faire ça financièrement, hein, vous avez bien compris. Vous êtes suffisamment intelligent pour vous dire que si vous êtes un investisseur raisonnable, il est mieux de pas parier votre argent comme ça. Et c'est très marrant parce qu'il y a un gars qui a tweeté comme quoi il avait mis un peu d'argent et que dans la nuit, il est monté à quasiment 2 millions de dollars de valeur. Il a tweeté, waouh, c'est incroyable, ça change ma vie. Et 2 heures après, c'était à zéro, Ouais, voilà. comme il se doit. Les montagnes russes émotionnelles ont pris pour son futur stent cardiaque après ces déboires. Voilà, et on a aussi eu le lancement de WorldCoin, le token, le Ah oui, c'est vrai. WLE coin, avec genre 1% seulement des tokens qui étaient en circulation, Ouais. 3 fois plus des tokens en circulation par rapport aux utilisateurs qui étaient au market maker, qui avaient un deal qui était très intéressant, c'est-à-dire soit ça pump, ils gagnent de l'argent, soit ça baisse, mais de toute façon leur argent est garanti. Donc ils avaient tout intérêt à vendre le truc. Et si on regarde le chart du WorldCoin token, bon bah voilà, hein, c'est de toute façon dit qu'on n'allait pas vraiment vous en parler hein, de cet actif. Pour moi, il y a tout qui pue, que ce soit le créateur, que ce soit la technologie, que ce soit le message qu'il y a derrière et les possibles dérives. Donc, si vous avez été la liquidité de sortie, comme on dit en français, la exit liquidity des VC, bah, bien fait pour votre gueule, j'ai envie de dire. Et pour dire à quel point ça pue, même la CNIL est contre. Donc, Ouais. c'est dire quand même que le truc est vraiment nauséabond. Et par contre, et c'est assez marrant parce qu'il y a quand même un gros marketing qui est fait puisque ils étaient à être CC, ils étaient à être global au hackathon qui a suivi la conférence Ethereum à Paris. Et il y avait des prix et il y avait une demande de WorldCoin pour construire des choses par-dessus, etc. Je crois pas qu'ils aient gagné de prix d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de faire quelque chose. Et étant donné, comme tu l'as dit, ils ont même essayé de faire croire qu'il y avait des queues à travers le monde pour scanner son iris, pour avoir des tokens, etc. Ouais, en fait, c'est pas une mauvaise chose de vouloir résoudre le problème des bots sur Internet et d'avoir une identité numérique décentralisée, entre guillemets. Il y a plein de projets qui travaillent là-dessus. Moi, notamment, dans le Vetchan Initiative pour le swag, pour récompenser les gens qui délèguent à vetchan.net, j'ai utilisé Sysmo. Et Sysmo, c'est un système de zero knowledge proof qui fait de l'identification comme ça. Où en fait, moi, je peux avoir les informations dont j'ai besoin sans empiéter sur la vie privée des gens. Donc, en soi, ce domaine-là est intéressant et ce domaine-là est important, mais je pense que c'est fait par de mauvaises personnes qui le font pour de mauvaises raisons et qui l'utilisent pour se faire de la thune quoi, et dumper sur votre gueule. Vraiment, c'est peut-être un bon projet au global, mais j'y crois pas du tout à ce truc. Et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est le futur. Mais les amis, là, en fully diluted valuation, c'est 23,5 milliards de dollars. 23,5 milliards de dollars. Vous n'avez pas besoin de l'acheter à ce prix-là. Hein. C'est a priori, sauf si on repart en bull market et que l'évaluation redevienne complètement débile. A priori, ça vaut pas ce prix-là, quoi. Et donc, là, on est à peu près 500 maintenant. On va peut-être attaquer sur le vif du sujet directement de ce qui s'est passé pour Curve, là, ces dernières heures, puisque ça fait même pas tout à fait 24 heures, ou alors on y arrive doucement. Et on a beaucoup parlé de Curve, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, au niveau du problème du sous-jacent, derrière, c'était pas que Curve. Il
il y avait un problème un peu plus profond. Donc, je vous laisse là aussi la parole parce que j'ai pas du tout creusé mon sujet et vous êtes bien plus à même d'en parler que moi dans tous les cas. Alors, Curve, ça fait partie des rares applications qui, en fait, le langage de programmation principal d'Ethereum et de l'Ethereum Virtual Machine, c'est ce qu'on appelle Solidity. Vous en avez fortement entendu parler dans le passé. Il y en a qui disent que ça ressemble à JavaScript slash TypeScript. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on peut voir à peu près que ça rentre plus ou moins dans cette famille. Et je dirais que 95%, 98% des smart contracts sur Ethereum utilisent ce langage de programmation. Mais il y a une petite communauté d'irréductibles gaulois qui utilise un autre langage de programmation qui s'appelle Viper et qui est très, très, très minoritaire sur Ethereum et qui peut se rapprocher. Et là, vraiment, on voit un petit peu quand on en fait le rapprochement du langage de programmation Python. Et pour l'anecdote, Uniswap V1 était en Viper, puis ensuite la V2 et la V3 ont adopté le Solidity. Curve est en Viper, StakeDAO, si je ne dis pas de bêtises, est en Viper aussi. Et voilà, il existe quelques contrats, mais ça reste une minorité. Je crois Yearn, certains Volt sont codés en Viper, si je ne dis pas de conneries, ou tout, je ne sais pas. Enfin bref, vous voyez le truc. Et en fait, Curve est bien écrit. Les smart contracts de Curve n'ont pas particulièrement de vulnérabilité, sauf que c'est le langage de programmation lui-même, dans certaines versions du compiler, qui avait une vulnérabilité. C'est extrêmement complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous trouverez sans problème sur X des sources si vous voulez aller plus loin. Mais là, en fait, on est sur un cas qui n'a pas eu un seul précédent, en tout cas à ma connaissance sur Ethereum, c'est à peu près sûr et je crois dans l'écosystème, où en fait on n'a pas fait sauter le smart contract en lui-même, on a fait sauter le langage de programmation en lui-même, et là ça fait partie des trucs qui font assez peur, puisque si coder de bons smart contracts ne suffit pas, il faut en plus vérifier la version du compiler et auditer les compilers qui changent tout le temps, puisque un compiler, ça va évoluer. Ceux qui font de la programmation savent que ça évolue assez régulièrement. On est sur des vecteurs d'attaque qui sont assez inédits. Donc, ça fait assez peur. La conséquence de ça, c'est qu'il y a 4 pools qui étaient vulnérables à ça, qui avaient été déployés avec ces versions vulnérables de Viper. Donc, c'est pas tout Curve, hein. C'était 4 pools, mais malheureusement, c'était des pools assez importantes, dont la pool CRV-ETH, donc là où il y a la majeure partie de la liquidité du CRV token, qui ont pu être drainés du coup, et les attaquants ont pu récupérer quelques millions de CRV et beaucoup de millions de dollars d'Ether, de tokens. Et en fait, le truc, c'est que ça a provoqué... mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, puisque tous les forks de Curve sont à moitié morts. Ça, on n'en a pas trop pris parce qu'ils étaient déjà à moitié morts, mais Ellipsis a eu des vulnérabilités. Comment ça s'appelle l'autre fork de VC, là, à la con, Saddle. Saddle, ils ont eu des pools qui se sont fait rect également, mais il n'y avait plus grand-chose dedans, donc je crois que tout le monde s'en fout. Et également, il y a eu des JPEG et Alchemix. Alchemix, Ouais. c'est un white light qui a rendu l'argent ou pas encore? Je crois que c'est un... Alors moi de ce que j'ai vu, j'ai pas vu s'il a rendu l'argent. Après ce qui est marrant, c'est qu'en plus du hack, le hacker s'est fait front-run par un MEV bot. Donc c'est-à-dire qu'il s'est fait choper en fait l'argent sous le pied avant qu'il arrive dans son wallet. Il y a une partie qui a été renvoyée. Et de ce que j'ai vu sur un des wallets de l'attaquant, il y aurait des Ethers qui seraient revenus sur l'adresse avec les CRV qui sont pas encore vendus. Donc ça présagerait peut-être une sorte de négociation pour voir un peu si on peut rendre. J'espère que c'est une histoire qui va bien se finir. Ouais, alors sur la C'est possible. CRV-ETH, ça c'est effectivement ça. Il y a 0x Coffee Babe qui était le white attacker et qui a renvoyé des sous. Mais malheureusement, le premier hacker n'était pas un white hat et pour l'instant, on n'a pas vraiment l'intention de l'argent.
On verra s'il y a une négociation, hein, ça a déjà arrivé dans le passé, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intention de rendre l'argent. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, et ça a fait pas mal de discussions, c'est les effets de bord et les dégâts collatéraux de cette situation, puisqu'on se retrouve dans une situation où le CRV on-chain, donc le token CRV, devient extra liquide, puisque la pool principale, vous l'avez compris, du CRV, c'est pas choquant, elle était sur Curve, sauf que cette pool-là était vulnérable, donc elle a été quasiment vidée. Et l'autre pool où il y avait un petit peu d'argent, mais très peu comparé à l'autre, c'était Uniswap. Et là, le hacker s'en est donné à cœur choix et a défoncé, a vendu tout ce qu'il pouvait. Et je crois qu'il a fait tomber le Curve Token à 2 centimes ou à 18 centimes, je ne me souviens plus. Enfin, 1,8 centimes. Enfin bref, un prix beaucoup, beaucoup plus faible, parce que il a défoncé toute la liquidité. Mais la manière dont fonctionnent les oracles de prix, c'est que c'est des medianizers qui vont aller chercher le prix sur toutes les sources, que ce soit on-chain et sur la finance centralisée. Et comme il y a pas mal de CRV sur Binance et sur d'autres exchanges, a priori, le prix du CRV s'est maintenu de cette manière-là. Mais aujourd'hui, le CRV, c'est un token qu'on peut quasiment plus acheter et vendre on-chain. Et ça, c'est assez inédit. Alors, il reste un petit peu dans des layer 2, etc. Mais aujourd'hui, ce qui va définir principalement le prix du CRV, c'est ce qui se passe sur Binance et sur d'autres exchanges, puisque les pools principales sont mortes. On dit dans le chat 0,8 centimes. Ouais. Et donc, où est-ce qu'on en vient? On en vient que le fondateur de Curve a créé une position depuis longtemps maintenant, qui utilise beaucoup de CRV, je crois, un tiers de un petit peu moins maintenant, mais on est dans ces eaux-là en collatéral et sur AVV2 pour emprunter notamment de l'USDT pour environ 60 millions de dollars actuellement. Avant, c'était un peu plus, mais il a remboursé une partie de ses dettes. Et du coup, les gens se sont dit, si le prix du CRV va vers zéro, du coup, la position de Michael va se faire liquider. Et comme on parle d'une énorme partie du supply, et comme pas de chance, il n'y a plus de liquidité quasiment on-chain sur le CRV, comment on fait pour liquider cette position? Les gens se sont mis à spéculer comme quoi, Curve va mourir, AV va mourir, et comme AV va mourir, d'autres trucs vont mourir, etc., etc. Et donc, on a passé une nuit plutôt mouvementée, hein, je ne vais pas vous le cacher, à monitorer la situation. Et au final, le prix du Curve Token s'est stabilisé. Les oracles ont follow et on met en avant une fois encore, pour la énième fois, la qualité du travail de Chainlink, qui est vraiment une référence de l'industrie pour faire ces données de prix dans la finance décentralisée. Et actuellement, le prix du CRV, je crois, oscille aux alentours des 60-50 centimes. Je crois que c'est remonté à 60 centimes. Qu'est-ce qu'il dit sur le chart là? Ouais, c'est ça, 61 centimes. Ouais, voilà, et ça s'est stabilisé au niveau vert. Donc on a perdu quand même une quinzaine de pourcents. Et on est sur une zone support qui pour l'instant tient le coup, sachant que ce qui pouvait être exploité a été exploité. Donc, a priori, il n'y a pas de mauvaises nouvelles à attendre au court terme. Les gens qui sont affectés ont été affectés quoi qu'il arrive. Et on a une dette qui a été réduite aussi sur AVV2. Ça ne veut pas dire que la position est sans risque, mais on est sur le facteur de Michael, le fondateur de Curve, aux alentours de 1,72 la dernière fois que j'ai checké, ce qui est une position qui est considérée comme saine. Il faudrait que le Curve Token perde près de la moitié de sa valeur pour se faire liquider à ce niveau-là. Donc, un petit peu moins de la moitié de sa valeur. Donc, on est sur une situation qui s'est stabilisée par rapport à hier. Alors, bien sûr, les gens diront que la mort est à nos portes, mais j'ai l'impression que depuis, on est un petit peu entre deux et que le pire est passé. Et là, quand on voit les charts comme ça de CRV, mais c'est aussi le cas de bon nombre d'autres tokens, ou voilà, peu importe comment on regarde, pour la DeFi numéro 1, enfin je sais plus comment ils nomment ça, la DeFi Layer 1 en gros. La vraie, on n'a qu'à appeler ça la vraie parce que le reste est mort, ou alors c'était des Ponzi, donc on va juste appeler ça la DeFi la DeFi. Et est-ce que tu penses que d'ici au prochain cycle, on pourrait voir naître
une nouvelle DeFi qui n'existe pas encore ou une version améliorée de cette DeFi 1? Enfin, comment Bah, tu le penses truc, que c'est que la la DeFi DeFi, peut passer au stade supérieur par rapport à là où elle en est actuellement? Et sachant que quand on regarde les charts, effectivement, c'est des charts qui sont revenus à un stade on ne peut plus bas et on ne peut plus nominal en termes de capitalisation. alors pour des raisons évidentes, moi je vais pas détailler, hein, chacun fait ce qu'il veut, vous êtes des investisseurs, vous êtes des adultes et vous faites ce que vous voulez de votre argent et c'est pas à moi de vous donner des conseils à droite ou à gauche. Par contre, en termes de technologie, là je peux donner mon avis. Je pense que le plus intéressant là, ça va être de travailler sur tout ce qui est paramètres de risque. Donc, la situation actuelle, là, par exemple, avec le fondateur de CRV, ça vient de la vieille version d'AV, qui est la AVV2, qui a été passée il y a maintenant 1 an par AVV3. Et la différence d'AVV3 par rapport à AVV2, c'est que le protocole limite la taille possible des dépôts et des emprunts par actif. Et du coup, ce qui permet de ne pas se retrouver dans une situation comme cette position sur AVV2 où tu as presque un tiers du supply qui est en une seule position et du coup, ça devient difficile à liquider. Donc, tu vois, ça fait partie des évolutions qui ont lieu au cours des derniers temps où on va commencer à avoir un protocole et les protocoles qui vont permettre d'ajuster les risques et la taille de l'exposition au risque. Dans les trucs sur lesquels je travaille en ce moment et depuis un moment et qui vont arriver sur le moyen et le long terme, c'est l'ajustement automatique des paramètres de risque selon la situation et selon ce qui arrive sur le marché. Aujourd'hui, la DeFi, ça évolue parce que c'est décentralisé par des votes de gouvernance. Et entre le moment où on a une idée, on propose quelque chose et le moment où c'est implémenté par le protocole, bah souvent, au mieux, il y a une dizaine de jours qui passent, ce qui peut être assez énorme. Et en fait, tu cours souvent derrière le marché. Alors que tu pourrais avoir des paramètres qui réagissent, qui prennent les données de marché et qui réagissent automatiquement dans le cadre de quelque chose qui a été défini par la gouvernance. Et la gouvernance, au lieu de devoir faire chaque action une par une, elle est plus dans un rôle où elle prend un peu de recul, elle surveille et c'est elle qui définit la direction et un peu comment le programme va se faire. Et pareil sur les courbes d'intérêt. Aujourd'hui, on est sur des choses qui sont assez simples parce que ça vient d'historique et ça a été créé quand la liquidité était différente d'aujourd'hui. Il y a moyen d'avoir des courbes d'intérêt dynamiques qui réagissent aussi avec le marché. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de capacités de progrès, mais cette capacité de progrès, elle est faite par la faille historique. Et elle évolue. Aujourd'hui, Maker, ça n'a rien à voir avec Maker en 2020. AV en 2023, ça n'a rien à voir avec AV en 2020. La DeFi historique a évolué et va continuer d'évoluer et d'innover. Il n'y a aucun de ces protocoles qui s'est arrêté et posé sur ses fesses, à part certains, mais on n'en parle plus, pour ces raisons-là d'ailleurs. Donc, moi, je ne suis pas persuadé qu'on aura une DeFi 3.0, une DeFi 4.0 de protocoles qui vont réinventer la poudre, quoi. En tout cas, les briques essentielles, elles sont prises aujourd'hui. Oui, puis finalement, c'est aussi un peu le sempiternel débat qu'on a eu au moment des fameux Ethereum killers, de se dire que on a besoin de temps pour avoir et de la TVL et des utilisateurs et quelque chose qui prouve sa résilience au travers du temps, tant sur le côté de la sécurité que sur le côté de la pratique et de l'utilisation ou de l'utilité en tant que telle. Et ce qui fait que le temps que ça met, par exemple, à développer un AAV, un Curve, un Maker, un Synthetix ou que sais-je, ça met 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à totalement arriver à quelque chose de convenable, entre guillemets, ou qui de moins perdure, au moins au travers de 1 voire 2 cycles concernant les cryptos. Et ça serait difficile peut-être, de la même façon que Ethereum, au niveau de son réseau, a mis des années à totalement se construire et asseoir sa position, d'avoir un outsider qui, du jour au lendemain, viendrait complètement redistribuer les cartes. Ça paraît un peu, voilà, Bah, c'est aventureux, toujours, quoi. il faut toujours garder une ouverture d'esprit et se dire s'il y avait une vraie innovation de rupture où on change complètement le modèle et que c'est vachement mieux, tant mieux. Tant mieux. Et en fait, dans la technologie, sur les marchés, la compétition est plutôt saine. Donc, moi, je rappelle que en mars 2020, en janvier 2020, quand AV sortait AV l'outsider.
parce que le marché est dominé par MakerDAO et Compound. Aujourd'hui, Compound, on n'en parle plus trop, tu vois, on est 3 ans après. Certains auraient pu dire en 2020, oui, mais Compound, ça existe depuis... Bon, la défi n'était pas très vieille, mais ça existe depuis 6 mois. Il n'y a pas besoin d'outsiders qui viennent faire de l'innovation. De toute façon, les Flashlands, à quoi ça sert à quoi ça sert les tokens à quoi ça sert toutes les innovations qu'on a mis en avant chez AV. Bah, quand on est 3 ans plus tard, voilà, c'est l'outsider est devenu le leader du marché. Est-ce qu'en 2024, il y a quelqu'un qui va arriver avec une innovation et remplacer AV? Bah, pourquoi pas? Tu vois, si AV n'arrive pas à s'adapter, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ce qu'on voit en alternative, c'est des forks d'AV ou une innovation qui est assez faible, voire des designs qui sont assez dangereux pour les utilisateurs. Donc pour l'instant, bah, c'est pas trop le cas, mais ça peut arriver potentiellement et c'est pas quelque chose qui doit être considéré comme négatif. C'est par exemple Kubriski qui dit quid de Radiant Capital. Bah, Radiant Capital va dans la documentation et tu verras, ils n'ont même pas changé le nom d'AV dans les smart contracts. Donc on est sur du bon gros copier-coller qui tâche. Ouais, un domaine qui demanderait de l'amélioration ou même juste qui est naissant et qui demanderait vraiment de prendre de l'ampleur, qui existe dans la TradFi et qui est vraiment naissant dans la DeFi, c'est tout ce qui concerne l'assurance et la façon justement de se protéger les fonds et les utilisateurs d'événements qui peuvent arriver comme celui dont on parlait avec Curve et qui viendront avec la maturité. Et c'est peut-être pour moi, c'est peut-être un peu ça aussi dans la DeFi, ce qui peut rejoindre la DeFi 1.0, tu vois, et l'améliorer encore. Bah, aujourd'hui, il existe quand même des mécanismes. Avec, il y a le safety module, quand même d'environ 250 ou 300 millions de dollars, avec jusqu'à 100 millions mobilisables. J'ai pas les chiffres exacts en tête parce que j'imagine que depuis hier, ça a dû bouger. Mais on est quand même sur quelque chose qui est envisageable. Il y a eu des événements plus ou moins importants qui ont eu lieu sur les 3 dernières années d'AV. A priori, les utilisateurs, ils n'ont pas perdu de sous, quoi. Et pourquoi ils n'ont pas perdu de sous? Parce que quand il y a eu un souci, le module n'a pas été utilisé dans le cas du CRV en novembre 2022, mais la trésorerie d'AV, avec des stablecoins, et il y a environ 30 millions de dollars dedans, a été mobilisée. Et du coup, l'utilisateur a été protégé là-dessus. Après, des assurances third party, pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui en parlent, et d'ailleurs, c'est toute la mode du risk-taking, avec par exemple les game leggers. Mais aujourd'hui, comment tu prices ces assurances et comment tu définis le risque? C'est tout le problème. Voilà, aujourd'hui, si aujourd'hui, je pense que l'assurance qui voudrait protéger Curve ne donnerait pas du tout le même prix que la même assurance aurait évalué Curve il y a 3 jours. Et pourtant, c'est pas le contrat. Et il y a 3 jours, je pense que n'importe quelle assurance aurait dit Curve, on est sur du Battle Tested de chez Battle Tested, c'est ultra utilisé. S'il y avait le moindre problème, ça se saurait depuis le temps. Et bizarrement, voilà, hier, il s'est passé ce qui s'est passé hier, tu vois. Donc, comment tu prêtes ce truc-là? Aujourd'hui, le marché est trop loin d'être mature pour avoir des assurances qui fonctionnent. Et d'ailleurs, il y a eu, dans les premiers jours de la DeFi, pas mal de protocoles d'assurance. On peut citer Nexus Mutual et Opin, qui étaient un peu les leaders et premiers de ce marché. Aucun n'a survécu, entre guillemets. Bon, alors, ça existe encore, hein, mais Opin a complètement été sur des dérivés et Nexus Mutual, ça vivote. Il y en avait d'autres aussi qui vivotent ou qui se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que c'est impossible de pricer. Il faudrait faire payer, par rapport au risque de la technologie telle qu'il existe actuellement, il faudrait faire payer des sommes que personne n'est prêt à payer pour assurer. Si j'ai 100 dollars sur un protocole, est-ce que je suis prêt à payer 25 dollars par an d'assurance? Non, c'est sûr que oui, là, 25 dollars par an. Sauf que 25 dollars par an, ça veut dire que l'assurance parie que ça va péter qu'une fois tous les 4 ans. Or, là, sur les 3 dernières années, ça a pété pas mal de fois, quoi. Donc, c'est très, 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 très compliqué à mettre en place au stade actuel de l'écosystème. Oui, c'est ça, mais je disais que ça pouvait faire partie des améliorations futures, effectivement, avec une stabilisation un peu de toute cette partie de hack. Voilà, là, j'ai envie de dire, c'est l'adolescence, préadolescence de la DeFi.
il y a encore du chemin et effectivement avant que ce soit envisageable. Mais c'est un terrain de recherche, je pense. Vu que je vois les questions dans le chat, juste pour vous donner un peu un point, AV3 n'a pas de risque aujourd'hui. Quoi qu'il arrive avec le CRV, a priori, si vous avez des sous sur AVV3, bah, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Si vous avez CRV sur AVV3 et que CRV se pète la gueule, bah, j'imagine bien que bah, vos CRV vont valoir moins d'argent. Et si vous utilisez, pareil, du CRV en collatéral et que ça se pète la gueule, bah, vous pouvez vous faire liquider, mais ça c'est pas différent. Mais voilà, la V3, vous n'avez pas de risque particulier. La V2, il existe des scénarios du pire où il y a une dette excessive qui existe, c'est-à-dire que les liquidations n'arrivent pas à cleaner tout le CRV de la position qui est à liquider. Aujourd'hui, il faudrait que le CRV perde beaucoup de valeur pour commencer la liquidation. Et sachant qu'on est en dessous de 50% de liquidation threshold sur le CRV, donc il faudrait que ça baisse énormément pour qu'on n'arrive pas à tout liquider. Il faudrait qu'on arrive à des 20 centimes, 22 centimes le CRV pour qu'on soit vraiment dans une dette excédentaire. Pourquoi? Parce que quand on commence à liquider, en fait, on ne liquide pas toute la position d'un coup. On liquide jusqu'à 1% de la position en une fois. Mais en fait, les liquidateurs, ils vont faire ce qui est profitable pour eux. Or, comme il n'y a pas beaucoup de liquidité on-chain, ça va probablement pas être des bots qui vont faire ça, les bots habituels de MEV, mais ça va plus être des market makers qui vont jouer avec la finance centralisée et faire des allers-retours et donc liquider petit à petit sur quelques dizaines de minutes ou sur une heure. Si ça a lieu. Et en fait, quand ils vont faire ça, en fait, ils vont descendre probablement le prix du CRV progressivement, ou assez peu s'il y a de la demande à côté, ou s'ils décident d'avoir du stock, d'encaisser une partie du collatéral en se disant ça va remonter derrière, etc. Et il faudrait que ça baisse énormément pour qu'il n'y ait plus du tout de collatéral, puisque quand on commence la liquidation, il y a officiellement plus de 2 fois plus de collatéral que de dette. Donc, il faut que la valeur du collatéral, elle diminue énormément pour qu'on n'arrive pas à rembourser la dette. Donc, on aura $1 de collatéral pour 50 centimes de dette. Donc, il faut que ce collatéral qu'on vend n'arrive pas, en le vendant, à couvrir ces 50 centimes de dette. C'est jamais arrivé dans le passé, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Hein. Mais si ça arrive, là, on enclenche, comme en novembre 2022, d'abord, je pense que la gouvernance devra décider. Déjà, ça dépendra du montant. Est-ce que c'est 1 million de dettes? Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 20 millions? A priori, il n'y a aucune chance que ce soit 60 ou 50 millions. Hein. La dette totale, c'est 60 millions. Mais les pires des scénarios envisagent 25-30 millions. Mais ça, c'est vraiment dans les pires des cas. Si on est sur 10-15 millions de dettes, par exemple, il y a assez de stable pour couvrir ça dans la trésorerie et il n'y a pas besoin d'utiliser le safety module. Est-ce que la gouvernance va décider ça? Je ne sais pas. Ça dépend de la gouvernance de décider ça. Sinon, il y a 300 millions dans le safety module et disons qu'il y a 10 millions de dettes, ça fait, vous faites le calcul, hein, chacun, il faut trouver 10 millions de dollars sur 300 millions de dollars de dépôt. Donc, on est sur quelques pourcents de moins par rapport, de quelques pourcents de slashing sur tous les stake AV holders. Voilà. Est-ce que le marché ne peut pas encaisser quelques pourcents du safety en vente? Ça aussi, il faudra se poser la question. A priori, pour ce genre de montant, ça devrait aller, on est, je sais pas, 5-6%. Je pense que même avec ce qu'il y a dans la pool à BPT, ça devrait suffire à couvrir. Nous, ce qu'on a, après, c'est impossible de prédire l'avenir, hein, mais nous, ce qu'on a dans les scénarios de pire, on est sur 5-6% de slashing sur le safety module, et encore, là, on est vraiment dans les scénarios qui sont peu envisageables, mais qui peuvent arriver. Hein, je ne suis pas en train de dire que tout est possible. Non, ça peut arriver. Et 5-6% de slashing, c'est ce que gagnent les gens dans le safety module en un an. Ça veut dire, voilà, un an de revenus, c'est déjà. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, voire un double coup de gueule, parce que on peut le faire. Mais tu vois, dans ce genre de scénario, alors le premier coup de gueule, il va concerner plutôt les
les devs de chez Viper justement, qui ont parlé de la vulnérabilité sur Twitter. Et donc et aussi des boîtes d'audit qui ont parlé, qui ont donné les versions de Non, c'est contrat, pas les etc. devs de Viper. Non, 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 c'est les boîtes c'est les boîtes d'audit, excuse-moi. c'est la boîte Ouais, d'audit. Eux, c'est vraiment, a priori, personne de sérieux ne travaillera avec eux, mais pour toujours, ouais, quoi. c'est le pompier Et, pyromane, voilà, pyromane. exact. C'est genre, c'est ridicule. C'est genre, non, mais c'est inacceptable. C'est comme si tu sais, t'as une faille 0D sur Microsoft ou sur Apple, et que c'est Apple ou Microsoft qui dit ouais, bon bah on a une faille, bon on risque de la patcher d'ici quelques jours, quelques semaines, mais en Voici attendant comment on on l'a vous fait. dit exactement voilà comment on l'exploite. Donc ça c'était le premier coup de gueule vraiment où c'est pas normal que ça se passe comme ça, et ça montre un certain amateurisme, une immaturité encore dans le space. Et le deuxième coup de gueule, je pense que vous l'avez sûrement vu sur Twitter, mais c'est aussi les farmers de followers qui vont à chaque FUD, à chaque drama entre guillemets, vendre, enfin que dire que tout est fini, que tout est horrible, etc. Pour farmer et participer un peu à ce FUD ambiant, et c'est pas très plaisant non plus parce que ça fait du bruit, et que quand on a besoin entre guillemets de travailler sereinement, c'est pas forcément plaisant d'avoir ça sur son fil, etc. Et donc je vous invite aussi à les voir et à les slasher eux aussi. Franchement, moi, en fait, j'ai eu un petit ras-le-bol, mais en même temps parce que la nuit était courte et après, ça fait partie du jeu, hein. Tu sais, les réseaux sociaux, on va pas tous se faire des câlins, hein. A priori, quand tu es Ouais, sur bah non, Twitter, clairement. tu sais que c'est toxique, hein. Tu joues pas à League of Legends pour faire des câlins aux gens, hein. Il y a des trucs comme ça, tu sais que dans la vie, c'est comme ça. Moi, hier, j'ai eu un petit ras-le-bol parce que, en fait, le principe même de la technologie, c'est que tout est auditable. Donc, a priori, tu vois, tu as de la donnée. Si tu n'as pas besoin de faire confiance à quelqu'un, tu peux aller vérifier toute l'information. C'est à ça que ça se passe. C'est ça l'intérêt de s'utiliser et même de tout montrer. Sinon, on a des gens qui jouent au casino, mais tu peux jouer au casino dans la finance traditionnelle, hein. Et le truc, c'est que quand tu vois que les gens, au lieu de se dire, bah tiens, il se passe un truc, je vais aller voir les gens qui travaillent là-dedans, je vais aller voir les gens qui sont développeurs, qui savent à peu près de quoi ils parlent, ils préfèrent suivre aveuglément des influenceurs qui racontent de la merde. Franchement, c'est fatigant. En vrai, c'est fatigant Ouais. parce que c'est l'intérêt de la technologie. Si au final, au lieu d'aller vérifier l'information, vous suivez des débilos qui disent n'importe quoi. Le Web 2, c'était comme ça aussi, hein. Donc, c'est quoi la plus-value de ce qu'on fait? Ouais, tout à fait. Mon Donc voilà, micro déconne ceci. apparemment. Apparemment, mon C'est peut-être micro le mien. déconne. Je suis comment on dit, Tu censuré. te fais censurer. Vous m'entendez, vous, ou c'est comment? Ouais. Moi je t'entends. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite nuit agitée avec une petite news de merde le dimanche soir. Eh bien, il en faut, même en été. Enfin bref, et Bon, effectivement, moi j'ai eu aussi un ras-le-bol de X en général, hein. J'essaye d'appeler Twitter X, hein. J'essaye de me mettre à la page, mais franchement je trouve que c'est dégueulasse. Et je trouve que la plateforme est dégueulasse. Et c'est de pire en pire en fait. Dès que tu réponds aux gens, il y a des bots qui en fait te bloquent. Comme ça, tu peux pas voir les réponses, mais qui mettent des faux airdrops et du phishing en réponse. Il y a de la pub partout sur X maintenant. Donc, quand tu postes un truc, tu vois d'abord des pubs et après la réponse des gens. Ouais. L'ambiance ultra toxique, l'algorithme qui met en avant que la frange, l'onglet pour vous qui est voilà, le fond du Gange. J'ai de plus en plus de mal avec les réseaux sociaux. Donc, je sais pas si je sature ou si c'est de pire en pire, ou si ça a toujours été pourri et j'ai juste besoin de vacances. Mais vraiment, Non, on a beaucoup d'attaques, hein. On a beaucoup d'attaques de bots avec Enfin, franchement, il n'y a pas un tweet où au final, t'as pas leur nouveau truc, c'est de mettre 2 sur 2 et de te mettre un airdrop, une fake news, un machin insupportable. Et en plus, et après, bon, moi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais le nom X, j'ai pas trop compris le délire.
Est-ce qu'on va devenir des Xitos, des Xiters, je sais pas trop. Bon, on va voir. Mais effectivement, l'expérience utilisateur en ce moment est pas au beau fixe, quoi. Ouais. Et effectivement, je peux pas répondre à tout le monde. Hein. Vous imaginez bien que je reçois beaucoup de messages, mais Antoine, enfin, Amarchain, désolé, je t'ai dox, mais t'es dox, donc je pense que tu me le pardonneras. Amarchain qui dit, on l'a vu à l'ETCC, Twitter bloque mes messages avec Marc. Effectivement, il y en a plein maintenant. Vous m'envoyez des messages privés et je les vois pas en fait. En fait, ils ne m'arrivent jamais. Avant, on avait les gens que je follow dans les messages privés et on avait quand même une demande de messages. On voyait les messages des gens. Donc, il y avait 8 messages sur 10, c'est des scammers, mais 2 messages sur 10, bah, c'était vous, quoi. Et de temps en temps, bah, quand j'avais le temps, je répondais aux gens ou quand il y avait le temps, enfin, je répondais aux gens et tout. Et là, maintenant, bah, j'ai plus que des scams là-dedans et il y a plein de gens qui me disent hey, Marc, tu me réponds pas et tout. Mais je fais, bah non, j'ai jamais vu ton Et truc. Et je le prouve aux il y gens, avait quoi. Je une, sors mon portable, je sors mon application Twitter et je le prouve aux gens devant eux que, en fait, je n'ai jamais reçu le message, quoi. et il y a une option qu'il faut décocher aussi, hein, parce que quand on a la marque ou je sais pas quoi, il y a une option dans les réglages dans sécurité où qui a été mise par défaut et qui est vous ne pouvez pas recevoir de messages de gens qui ne sont pas certifiés. Donc en Bah, fait, tous les gens qui n'ont pas la blue mark, c'est pour ça, à mon avis, t'envoies des messages, tu les reçois pas. Mais c'est qu'en fait, si toi, tu as cette case cochée, tu ne peux recevoir de messages que de gens qui payent les 8 euros par mois pour Twitter. ouais, Donc bon, c'est à bah, mon avis pour ça c'est que tu quoi les reçois pas. l'intérêt d'un réseau social où tu peux pas sociabiliser avec les gens? Après, les amis, hein, moi je peux pas Hmm. répondre à tous vos messages. Hein. Vous attendez pas si vous m'écrivez une réponse garantie. Hein. Ça, je vous dis, c'est mort. Hein. Mais j'ai quand même le plaisir d'être proche de cette communauté depuis des années maintenant. Et quand j'ai l'occasion de vous parler, ça fait toujours du bien, quoi. Et c'est normal, c'est du humain à humain. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment rien de mieux qu'avant, quoi. C'est de pire en pire. Donc gros ras-le-bol, personnellement. Ouais. Bon, et sinon, on peut parler aussi de choses agréables. Pendant que le marché tâtonne, on était à ETCC et on a quand même vu pas mal de monde et on a vu que ça buildait quand même pas mal. Enfin, en tout cas, qu'il y avait du monde au travail. C'est la Est-ce que question que tout le monde se pose et à laquelle il faut répondre dès ce soir. C'est est-ce que ETH a 5 chiffres au prochain cycle? C'est tout ce qu'on veut Bah, savoir. bah, sans problème, ça. Qu'est-ce pour que moi, tu... sans problème. Ouais. Pour moi, sans problème. Il y a de la vie, il y a de l'activité, il y a beaucoup de teams. Il y avait un monde pas possible à ETCC. Un nombre de side events. Alors, je te parle même pas des soirées, mais même juste de l'écosystème qui gravite autour de VM. Incroyable. Je crois qu'il y avait plus de 300 side events, soirées comprises, sur les 4 jours. Donc, je vous laisse imaginer le délire. À être global, le hackathon qui a suivi, il y avait plus de 1600 hackers qui étaient là pour construire. Pour moi, l'écosystème se porte bien. Il y a peut-être moins d'argent, ça galère peut-être un petit peu plus, mais on a des locomotives quand même qui tirent, qui étaient peut-être un petit peu moins présentes. Je sais pas ce que tu en as pensé, Marc. On a Moi, vu je pense des. que c'est vraiment l'édition de l'infrastructure. C'est-à-dire tout le monde Ouais. bosse sur la scalabilité. C'est vrai que c'est l'édition, on a le moins parlé des applications. Puisque d'habitude, c'est vraiment, on met les applications en avant. Donc, par exemple, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, c'était vraiment l'édition de la finance décentralisée où la défi était très à l'honneur. L'année d'avant, c'était un petit peu les NFT, puisque c'était un peu la hype de tout ça. Là, cette année, tout le monde parlait, déjà tous les layers 1, soit sont morts, soit ils deviennent des layers 2. Exemple, il y avait Celo qui faisait une conférence un peu à côté en mode side event, qui adopte la technologie Polygon, si je dis pas de bêtises, et qui devient un layer 2 d'Ethereum, alors que c'était un layer 1 avant. Tous les layers 2 étaient là, Linea, le layer 2 de Consensus, Mantle, le layer 2 de BitDAO, ZK-Sync, bien sûr, Scroll, enfin bref, je ne vais pas tous les faire, ils étaient tous dans le coin. Il y a Polygon qui a fait un événement aussi, une side conférence. Et tout le monde travaillait sur la scalabilité, sur les roll-ups, sur le IP 4844, l'account abstraction. C'était vraiment que de l'infrastructure. C'est en mode, bon, on a des applications, elles marchent, on a prouvé, on a fait de la shitcoinerie, on a prouvé que notre technologie, elle fonctionne. Maintenant, comment on fait pour un milliard d'utilisateurs?
Et c'était vraiment le focus principal pour moi de la conférence. Et ce qui a intéressé les gens. Le deuxième focus, c'était comment on gouverne tout ce bordel et comment on maintient ce truc décentralisé. Et donc, le deuxième grand thème de la conférence, pour moi, c'était la gouvernance en général et la décentralisation. Non, ouais, je suis là. Excuse-moi. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, c'était l'infrastructure et pas du tout les DAP. On n'avait pas la mise en avant de projets, etc. Enfin, c'était beaucoup plus discret. Euh, et ça construisait pas, ça construit de partout. Ça essaye un peu encore de tirer son épingle du jeu. Il y avait pas mal de choses aussi, pas mal de boulot qui a été fait sur la privacy, sur tout ce qui était ZK. Ah oui, Vraiment effectivement, oui. intéressant. On a eu même en hackathon, il y a eu des beaux projets sur les ZK. On a deux teams de SR que je félicite, notamment une avec Antoine de Happy White et de Spectravaton qui a gagné un prix, et mes petits copains de Cryptosphère aussi qui ont gagné un prix pour un petit projet que j'ai kiffé d'ailleurs, le fait de pouvoir privatiser une transaction quand tu envoies d'un exchange centralisé vers ton wallet. Donc plein de petites applications comme ça qui peuvent être cool et qui utilisent des Zcasing, des Sysmo, des Sysmo, des Zcabob, des applis comme ça. Donc c'était vraiment intéressant. Et il y avait quand même une bonne ambiance. Il y avait beaucoup moins de morosité que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y a 2 ans, tout le monde était milliardaire. L'année dernière, tout le monde était broke. Et là, maintenant, tout le monde s'est fait à l'idée d'être broke et de se refaire. Donc, c'était aussi intéressant. Franchement, Il y ouais, avait, c'était une édition où une il n'y bonne avait vibe. pas de touristes. Une bonne, C'est ouf. Hein. ouais. Pas de Non, et en touristes. plus, et Pas dernier de- truc, et gros big up à l'organisation. Franchement, ça a été organisé de main de maître par Ethereum France. Il y a pas eu de quoi, que c'était vraiment aux petits oignons, que ce soit les conférences, l'organisation, la bouffe, les badges, les soirées, etc. Franchement, c'était vraiment très très bien organisé. Et pour ceux qui nous écoutent dans la francophonie, bien entendu, sachez que l'année prochaine, avec les JO à Paris, la prochaine édition d'HCC ne se fera pas à Paris, mais se fera à Bruxelles. Donc l'année prochaine, on sera dans la belle capitale bruxelloise et on espère qu'on aura un aussi beau temps qu'on a eu cette semaine, qui était bien mieux sous 27 degrés que sous 42 comme l'année dernière, où on avait, en plus d'être un peu échaudé, un peu chaud. Exactement. Donc oui, on a une grosse communauté belge ici sur la chaîne. Donc très heureux de vous rencontrer tous à l'été, donc édition de Bruxelles l'année prochaine. Ouais, ça va être bien sympa. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de tout ce qui s'est passé cette dernière semaine, voire quinzaine même, parce que ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait de live le lundi. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans le chat ou si même vous, Marc, Manu, vous aviez un sujet additionnel à traiter. Et on pourra donc clôturer après en questions-réponses tranquille s'il y a encore 2-3 questions dans le chat. Et voilà. Moi, pour ma part, je peux transmettre directement au pape quelques requêtes, puisqu'il il est pas loin. Donc, si vous avez des tokens à envoyer au ciel, d'une façon ou d'une autre, je peux lui glisser un message. Et oui, il y aura le replay. Il sera dispo demain aussi sur la chaîne YouTube principale, pas de souci. Alors, apparemment, dire Bruxelles, il faut dire Bruxelles. Et on dira 8 aussi. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre, les Belges? Enfin bref. Donc, effectivement, on apprendra à parler correctement. Ah oui, 90, effectivement. Ils disent 90. Il y a Yonips qui a dit, question pour Mars. Il y a quelque temps, tu avais parlé d'Alchemix. Est-ce que c'est une solution qui est toujours intéressante aujourd'hui? J'ai vu qu'on pouvait y déposer du WST. Alors, j'en ai parlé en 2020, effectivement, donc il y a 3 ans, bravo. Et j'en ai plus parlé depuis, parce que, bon, bah voilà, c'était un projet qui n'est pas du tout un scam, hein, qui est un projet relativement intéressant, mais qui n'avait pas beaucoup innové. Et malheureusement, ils ont été directement impactés par les pull curves enfin par le bug d'hier. Et du coup, non, ce n'est pas un projet recommandé et même tout
pour l'instant, puisque ils ont malheureusement été impactés par ce qui s'est passé sur Curve hier. Donc on verra ce qui leur arrive dans l'avenir. On leur souhaite le meilleur, bien sûr, mais c'est pas vraiment le moment d'aller y déposer et mettre tout son argent dessus. Le Centaurus qui nous dit: est-ce que vous connaissez Liquity? Effectivement, on connaît LUSD, on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est un stablecoin décentralisé qui déterre en collatéral. Si tu veux plus d'informations, je pense que sur la chaîne de Token Breeze, il a dû en parler en long et large et en travers, puisque Token Breeze travaille directement pour Liquity. Yes, il y avait, je sais plus qui disait, Toto Limbo, quelle est la chaîne YouTube? Elle a exactement le même nom que le live, Enter the Crypto Matrix. Tu pourras pas te tromper, je pense pas qu'il y en ait deux. Ouais. On te salue, mais comment les gens demandaient ça au bout de 3 ans? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux qui arrivent dans l'écosystème. Ouais, ça doit être quelqu'un qui découvre par Twitch, je suppose, ou par Twitter. Et on vous salue. S'il y a des nouveaux dans l'écosystème, c'est plutôt bon signe. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il n'y avait pas de questions plus que ça au niveau du chat. Donc, Tom Crypto, on l'a déjà fait l'update pour Curve. Donc, je vous invite à consulter le replay. Dès qu'on aura clôturé l'émission, vous aurez tout qui est dispo sur Twitch. Et dès demain matin, 8h30, je pense, du côté de YouTube, chaîne principale. Merci à tous d'avoir été là. Merci Marc et Manu de nous avoir éclairés, notamment sur tout ce qui s'est passé récemment autour de Curve, mais pas que. Et on vous souhaite une très bonne soirée. À plus. Merci. Ciao.